J'ai su que l'ambiance avait tourné dans les locaux la première semaine de son arrivée. Pas la climatisation, non, l'ambiance. Les conversations se faisaient plus discrètes au bout des couloirs. Les gens apprenaient à prononcer le mot innovation, les dents serrées. Il s'appelait Maxime Lemaire, fils du PDG actuel, un homme qui portait le nom de son père comme un gilet pare-balles et son polo siglé comme un manteau de sacre. Il m'appelait Léa, de la même manière que certains disent l'assistante, alors que j'étais directrice des opérations et des risques chez Veridian depuis 15 ans. Le fondateur, Émile Perrin, avait l'habitude de dire que j'étais notre charnière, la pièce discrète sur laquelle tout pivote. Émile avait bâti cette entreprise sur une table pliante en métal, dans une petite boutique louée avec une clochette qui tintait à chaque fois que quelqu'un entrait. Quand l'argent a fini par arriver, il n'a pas acheté une Porsche. Il a acheté des armoires ignifuges et un deuxième scanner. Les procédures créent la pérennité, disait-il, en me faisant glisser un document, avec un stylo et un post-it où il avait écrit « Photocopier x3 ». Ma mission était simple, faire en sorte que la structure survive aux mots à la mode. Maxime, lui, n'était que mot à la mode. Il adorait organiser des réunions brain sprint à l'aube et se féliciter de s'approprier l'espace mental matinal. Il voulait mettre au placard tout ce qui ne brillait pas sur une présentation PowerPoint. La première semaine, il a transformé notre intranet en un canal Slack intitulé « Les notes de Maxime ». La deuxième, il a embauché son colocataire d'école de commerce comme directeur de la vélocité culturelle. La troisième, il se pavanait dans le service conformité comme un agent immobilier armé de sa ring light. Être sous-estimé, c'est comme respirer un oxygène silencieux. On entend les rouages tourner pendant que les autres font des exercices de respiration. Je vais regarder remplacer la compétence par le charisme et le charisme par la caféine. J'ai vu des gens compétents ranger leurs diplômes encadrés dans des cartons et j'ai commencé à ouvrir des tiroirs qui n'avaient pas vu la lumière du jour depuis des années. Avec Émile, nous avions préparé des choses pour des jours comme celui-ci. Pas contre des ennemis, non, contre l'amnésie. Les familles oublient où se trouve le moteur quand l'ornement sur le capot est assez brillant. Au cœur de notre classeur de gouvernance, rédigé en toutes lettres et muni de 3 signatures, se trouvait une clause que certains appelaient en plaisantant le verrou fantôme. Ce n'était pas une blague, elle avait des dents. Maxime n'a pas remarqué que mes accès à l'agenda se restreignaient, ni que les ressources humaines avaient commencé à m'envoyer des résumés plutôt que des notes de service. Il n'a pas remarqué le tampon de notaire sur mon bureau. Il n'a pas vu que chaque changement rapide qu'il imposait était discrètement dupliqué dans une archive privée intitulée « Contrôles fondamentaux, Perrin ». Il ne remarquait pas grand-chose, à part son propre reflet sur la baie vitrée de la salle du conseil. Il m'a convoqué à 8h moins 2. Il attendait dans la salle de réunion B, avec une responsable des RH et un mug en céramique flambant neuf sur lequel était inscrit « Le lundi est un état d'esprit ». Il a souri, comme ceux qui s'entraînent devant le miroir d'un ascenseur. « Considérez que votre histoire ici est terminée », a-t-il lancé, et même son rire semblait calibré. J'ai hoché la tête une fois, je n'ai pas discuté. La discussion, c'est pour ceux qui essaient de garder une porte ouverte. Moi, je m'assurais que les charnières se souviennent comment pivoter. Je suis sorti avec mon sac, longeant le couloir tapissé des photos de l'entreprise. Émile en chemise froissée, notre premier rack de serveur. La soirée où nous avons bouclé notre levée de fonds de série B. Mes mains étaient stables, ma bouche avait un goût de cuivre. Dans la voiture, je me suis autorisé la seule chose laide de la semaine. J'ai laissé échapper un son qui n'avait pas de nom. Puis j'ai ouvert mon application bancaire, j'ai encaissé mon solde de tout compte et j'ai laissé la notification de virement s'afficher sur l'écran, comme un poids qui s'enclenche. Maxime pensait que mon licenciement serait une rupture nette. Il avait oublié que les ruptures nettes, c'est un terme médical. Pour les os, pas pour les gens. J'ai conduit sur 200 mètres, je me suis garé près d'un bureau Chronopost et je suis entré dans l'étude du notaire qui me connaissait par mon prénom et savait quel était mon stylo préféré. L'enveloppe était déjà prête. Une lettre d'accompagnement, un registre de certification et une seule page, imprimée à partir d'un scan que j'avais fait des années plus tôt
et que je numérisais à nouveau tous les 3 ans, comme un rituel. La notaire a lu la première ligne, a cligné des yeux, puis a levé son regard vers moi comme un pilote scrute un orage. Elle n'a posé aucune question. Elle a apposé son tampon. Le papier ne rougit pas, le papier ne bronche pas. La coursière m'attendait sur le trottoir, une femme avec un chignon haut et une sacoche qui avait vu plus de salles de conseil que certains cadres. Je lui ai tendu l'enveloppe, j'ai vérifié une dernière fois notre protocole de livraison. Remise en main propre à la directrice juridique, signature exigée, aucune substitution. Et je l'ai regardé s'élancer vers la façade vitrée de Véridiane. Je ne suis pas rentré chez moi. J'ai traversé la rue pour aller dans le petit café aux tables un peu collantes et à l'odeur de brûlé si parfaite. Je me suis assise près de la fenêtre et j'ai ouvert un bloc-notes. J'ai écrit 3 lignes. Licenciement exécuté, fonds reçus, notification en transit. Les gens s'imaginent la vengeance comme quelque chose de brûlant. Ce n'est pas le cas, c'est de la précision. La chaleur, c'est pour le spectacle. La précision, c'est pour le changement. À travers la vitre, je pouvais voir Maxime dans le hall d'entrée. Téléphone à la main, sourire au maximum. On aurait dit un homme faisant la promotion d'une falaise comme nouvelle façon de continuer à marcher. À l'étage, le conseil d'administration se réunissait pour sa réunion de routine. Celle qui commençait toujours trop tôt pour être utile et se terminait trop tard pour être honnête. Notre directrice juridique, maître Marion Chevalier, les attendait. Une femme qui lit les contrats comme les botanistes lisent les forêts. 30 minutes après qu'on m'a relégué à l'histoire ancienne, la coursière est entrée dans la salle du conseil. Une lettre officielle à ce privilège. Elle a tendu l'enveloppe à Marion. Marion a brisé le sceau, balayé du regard la première ligne et a fait glisser le document vers le père de Maxime, le vrai PDG. Son teint était déjà une nuance plus pâle que le papier. Il a lu, ses lèvres ont bougé une fois. « Vous venez d'activer la clause de réversion du fondateur », a-t-il murmuré. Le silence dévore les pièces différemment quand il se sait observé. De ma fenêtre, l'immeuble n'a pas bougé, mais j'ai senti la pression changer, comme le bruit sourd d'une porte qui claque 3 étages plus bas. Le pouvoir, ce n'est pas celui qui parle le plus fort à 8h moins 2. Le pouvoir, c'est de savoir quelle phrase a encore du poids à midi. Je n'ai pas souri, je n'ai pas célébré, j'ai entouré un mot sur mon bloc-notes. Continuité. Les gens pensent que ces histoires parlent de vengeance. Ce n'est pas le cas. Elles parlent de se souvenir de ce que l'on a promis à une entreprise avant que quelqu'un n'essaie de la renommer les notes de Maxime. Le silence, dans un immeuble de bureau, a quelque chose d'étrange. Il fuit. Pas besoin de micro ou de mur piégé. On sent quand quelque chose bascule à l'étage. Les téléphones arrêtent de sonner. Les pas cessent de résonner sur le carrelage. Même la barista du café d'en face s'est interrompue quand elle a vu la coursière franchir les portes tournantes avec cette enveloppe. Elle a versé trop de mousse dans un café au lait, les yeux fixés sur le hall comme s'il pouvait prendre feu. Assise dans mon coin, je sirotais mon café amer en faisant semblant de prendre des notes, tandis que la vérité se répandait déjà au ralenti 3 étages plus haut. Marion, la directrice juridique, n'était pas du genre à se laisser déstabiliser. Elle avait un jour stoppé net une fusion en posant une seule question sur une clause d'indemnisation. Pour qu'elle tende un papier au PDG sans un mot, c'est que quelque chose de tectonique venait de se fissurer. Maxime n'en avait aucune idée. Il arpentait encore le rez-de-chaussée, tout sourire, en train de rédiger une énième annonce Slack sur la rationalisation du poids de l'héritage. Le fils du PDG, l'héritier d'un titre qu'il n'avait jamais mérité. Quand j'avais rejoint Véridiane, rien de cette grandeur de verre et d'acier n'existait. Nous étions 10 dans un bureau loué au-dessus d'un salon de manucure. Les serveurs chauffaient assez pour réchauffer tout l'étage et je ramenais des glaces à l'eau en juillet pour que les stagiaires ne fondent pas. Émile gardait les reçus de chaque dépense dans une boîte à chaussures et m'appelait son 2e poumon. « Léa, tu as insufflé de la structure dans le chaos », m'avait-il dit un jour. J'étais resté parce qu'il faut bien que quelqu'un protège la charpente quand la peinture commence à s'écailler. Mon téléphone a vibré. Un message de Patrice, mon ancien assistant. Juste 3 mots.
Qu'est-ce que tu as fait ? Je n'ai pas répondu. Pas encore. Vers midi, un deuxième coursier est arrivé. Pas le mien, celui-là. Probablement du cabinet d'avocats externe du conseil. Il ne venait pas pour des courtoisies, il venait pour des dossiers. Et qui dit dossier, dit que le temps était déjà compté. J'ai fermé les yeux un instant et j'ai pensé à Émile. Il ne voulait pas que son entreprise devienne une dynastie bâtie sur le droit du sang. Le papier ne se soucie pas des noms, disait-il. Il ne se soucie que des signatures. Et des signatures, j'en avais beaucoup. En milieu d'après-midi, mon téléphone a de nouveau vibré. Numéro inconnu. Le message vocal était la voix de Maxime, les bords effilochés. Léa, écoutez, on a peut-être mal démarré. Il y a eu des discussions, des trucs juridiques. Peut-être qu'on pourrait en parler. Rappelez-moi quand vous pourrez. Je l'ai écouté 2 fois. Fini le ton suffisant. À la place, il y avait le son d'un homme qui réalise que l'histoire ne s'efface pas si facilement. Je n'ai pas rappelé. Le silence est une réponse en soi. Alors que je marchais vers ma voiture, j'ai réfléchi au sens de tout ça. Le pouvoir emprunté n'est jamais un pouvoir conservé, et l'arrogance est un piètre substitut à la pérennité. Demain amènerait des voix plus fortes, peut-être même des cris. Mais aujourd'hui, c'était juste le silence entre les étages. Le genre de silence qui vous dit que quelque chose d'irréversible a déjà commencé. Le lendemain matin, le conseil d'administration s'était réuni tard dans la nuit. Je connaissais leurs habitudes. Si les lumières restaient allumées après minuit au dernier étage, ce n'était pas pour les rapports trimestriels, c'était pour la survie. À 9 heures précises, des berlines noires se sont garées. Pas celles qui amènent les investisseurs, celles qui amènent les avocats externes. Ils sont entrés, le visage fermé, payés pour confirmer les mauvaises nouvelles. Vers 10 heures, un message de Patrice. C'est le chaos. Des gens disent que le contrôle pourrait basculer. Ils ont peur. J'ai tapé « Reste calme », puis j'ai effacé. Mieux valait ne pas laisser de traces. À midi, le marché s'est affolé. Un grand média a titré « Incertitude à la direction de Veridian ». L'action a chuté de 6%. C'est là que la panique cesse d'être interne. À 15 heures, un autre message vocal. Sa voix était cassante maintenant. « Léa, écoutez, on peut arranger ça. Parlez-moi, c'est tout. Mon père est furieux. Le conseil se retourne contre moi. Mais si seulement vous, je ne sais pas, si vous retiriez ce que vous avez déposé, s'il vous plaît, a-t-il dit. S'il vous plaît. Il y a quelques jours à peine, il m'avait souri avec mépris en me disant que j'étais de l'histoire ancienne. Maintenant, il suppliait dans un message vocal, comme un homme agrippé au bord d'une falaise. Ce soir-là, chez moi, j'ai écouté ces 3 messages vocaux une dernière fois. La trajectoire était claire, la certitude arrogante, puis le calme forcé, et enfin les fissures dans la voix. Je les ai archivés dans un dossier intitulé « Écho », parce que demain, la tempête éclaterait pour de bon. Le matin où tout s'est joué, la rue semblait ordinaire. Le banal est un bon déguisement pour les tournants de l'histoire. J'ai pris ma place habituelle près de la fenêtre. Je n'étais pas nerveuse, j'étais attentive. C'était comme attendre qu'un pain lève. On ne tire pas sur la porte du four, on fait confiance à la recette. 15 minutes plus tard, mon téléphone s'est allumé. Numéro inconnu, message court. Veuillez monter s'il vous plaît. Pas de ponctuation, un signe. L'ascenseur semblait traverser de l'air comprimé. Au dernier étage, la réceptionniste m'a juste fait un signe de tête vers le couloir. La porte de la salle du conseil était entr'ouverte. Marion m'a accueilli sur le seuil, la voix neutre. Merci d'être venu. À l'intérieur, le conseil siégeait en formation fatiguée. Le père de Maxime avait le visage gris. Maxime se tenait près des stores, l'air plus petit sans son public. Marion a pris la parole la première. La clause de réversion a été exécutée et validée. La directive du trust est claire. Elle a tourné une page. La supervision opérationnelle est transférée, avec effet immédiat. Pas d'applaudissements, pas de halètement. Le président du conseil s'est raclé la gorge. Léa, acceptez-vous ?
J'ai pensé à Émile devant sa table pliante, à la boîte à chaussures pleine de reçus, aux stagiaires mangeant des glaces près des serveurs brûlants. J'ai pensé à la façon dont l'entreprise avait appris à dire innovation les dents serrées, et au fait que la structure se fiche des slogans. Oui, dis-je, j'accepte. Certaines décisions résonnent plus fort dans la mémoire qu'en temps réel. Celle-ci est tombée comme un coup de tampon, définitive. Maxime a bougé. C'est ridicule, a-t-il lâché. C'est une opérationnelle, elle classe des dossiers. Vous ne pouvez pas juste lui. Il s'est arrêté quand 2 agents de sécurité se sont postés dans l'embrasure de la porte derrière moi. La voix du président est restée égale. Monsieur le maire, vous recevrez votre protocole de départ. Il m'a regardé comme on regarde un ascenseur en panne. C'est vous qui avez fait ça? Non, ai-je répondu. C'est Émile. J'ai juste gardé une copie. Il a eu un rire sec et solitaire, puis il est sorti, les épaules hautes. La porte a cliqué en se fermant. Nous nous sommes mis au travail. J'ai sorti une clé USB. Un bandeau est apparu sur tous les écrans de l'entreprise. Main stable, regard clair. Nous honorons les garde-fous de notre fondateur et le travail de nos équipes. La continuité avant le bruit, les systèmes avant les slogans. Si vous faites tourner la machine, vous êtes vu. Pas de signature, pas de tour de victoire. Le message était la signature. En sortant, je me suis arrêté devant le mur de photos. Émile, jeune et têtu. Notre premier serveur, avec un ventilateur pointé dessus comme une prière. De retour dans ma voiture, j'ai ouvert le dossier Echo sur mon téléphone. J'ai écouté le premier message vocal. Considérez que votre histoire ici est terminée, puis le dernier, s'il vous plaît. Je les ai effacés tous les deux, pas par pitié, par maintenance. On nettoie ce qui ne sert pas la structure. Les gens aiment les histoires de vengeance parce qu'elles ressemblent à de la chaleur, mais la vraie leçon est plus froide et plus juste. Construisez des processus qui survivent à l'orgueil. Gardez les reçus. Protégez les travailleurs de l'ombre. On peut licencier quelqu'un à 8h moins 2 et poster un gif victorieux à 9h, mais midi appartiendra toujours au dossier et à ceux qui les respectent.